Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Le gouvernement Akhnouch avance dans sa réforme de la justice à travers le parcours législatif des deux textes fondamentaux que sont les codes de procédure civile et de procédure pénale. Le premier a été adopté par la Chambre des représentants en juillet 2024 et il est actuellement en discussion en commission à la Chambre des conseillers. Le ministre de la Justice, Abdeltaï Fouébé, a cependant demandé aux conseillers de surseoir à l'examen du texte afin de l'enrichir de certaines dispositions du Code de la famille à venir. Quant au projet de loi 0323 sur le Code de procédure pénale, il est toujours en discussion à la première chambre au niveau de la Commission de la justice et des droits de l'homme et les groupes parlementaires doivent en principe rendre leurs avis et leurs propositions d'amendement avant le 30 avril. Pour sa part, le Conseil économique, social et environnemental a formulé plusieurs critiques à l'encontre de ce projet du nouveau Code de procédure pénale, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi le Conseil national des droits de l'homme et l'instance de prévention et de lutte contre la corruption. Plus généralement, c'est l'ensemble du système pénal que le gouvernement actuel et sa majorité aspirent à faire évoluer dans un sens plus moderne, plus respectueux des droits humains, plus conforme aux droits et aux conventions internationales dont le Royaume est signataire. Tout un programme donc. Mais pour autant, et au-delà de la procédure dont nous parlerons, il reste le volet pénal qui ne fait pas unanimité au sein de la représentation nationale qu'est le Parlement. Ainsi, par exemple, du cas de la peine de mort ou encore des libertés individuelles parmi bien d'autres cas. Alors nous en discuterons de tous ces points avec deux éminents juristes renommés, expérimentés, nos invités. Madame Maître Khadija Amrani, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes avocate, vous êtes professeur de droit et vous êtes aussi membre du collectif pour les libertés fondamentales. Maître. Maître Omar Benjelloun. Bonsoir, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat international, docteur en droit international et vous êtes aussi membre du bureau national de l'Association des barreaux du Maroc. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé dans vos titres? On y va. Alors, je commence par vous, Maître Benjelloun. Un système pénal est d'abord le fruit de la concrétisation d'une philosophie pénale, d'une réflexion pénale, laquelle philosophie pénale est étroitement liée à la société, à la culture, aux traditions, à la coutume. Quelle pourrait être la philosophie? Vu qu'on est en train, au niveau du gouvernement, on en parlera tout à l'heure, on est en train de réfléchir encore à la réforme du code pénal. Au niveau, le code de procédure pénale est déjà à la première chambre, le code de procédure civile est déjà à la deuxième chambre. Quelle est cette philosophie pénale qui sous-tend tout ça? Parce qu'il devrait y en avoir une normalement. Absolument. Justement, nous avons deux types de politique pénale. Alors, une politique pénale ou bien préventive ou bien répressive. Il est clair que de par l'exercice des institutions judiciaires, l'orientation, elle est plus ou moins répressive de par les chiffres que nous avons à partir de plus de 100 000 détenus et d'un équivalent de 40% en détention préventive, ce qui est quelque part un peu une infraction à la philosophie de justice, vu qu'on prive de liberté des individus, des citoyennes et citoyens marocains, avant même d'être jugés. Ça nous renvoie au titre extrêmement ingénieux de Mireille Delmas-Marty, quand elle avait intitulé un de ses ouvrages « Punir sans juger ». Nous sommes un peu dans cela. Peut-être nous reviendrons sur les différentes réformes nécessaires pour pouvoir parer à cela. Donc nous sommes soit dans la préventive, soit dans la répressive. La préventive mobilise plusieurs courroies à partir de l'éducation, à partir de la culture, à partir du logement, de l'aménagement du territoire pour pouvoir éventuellement diminuer le crime. Donc la répression n'est pas forcément une réponse. Bien sûr, je l'ai dit en premier, l'éducation. Et donc là, justement, ça renvoie à une grande question, à la fois politique et juridique, qu'est la politique pénale. La politique pénale, c'est exactement comme n'importe quelle politique publique, économique, environnementale, sociale, où elle devrait être l'œuvre ou l'objet d'un contrat social entre le gouvernement ou la majorité gouvernementale et la société, suite à des programmes électoraux ou à des programmes politiques bien définis. Aujourd'hui, à partir de la loi 33-17 qui a donné l'indépendance au ministère public et donc l'annulation du fameux article 51 du Code de procédure pénale qui érigeait le ministre de la Justice en président du parquet, en orientateur de politique pénale. Aujourd'hui, nous ne savons pas quels sont les traits et quels sont les titres et quels sont les intitulés de cette politique pénale. Est-ce que nous sommes
dans la préventive, nous sommes dans la répressive. Est-ce que nous combattons le terrorisme, la corruption, les mœurs? On ne sait pas. On peut deviner à travers vos confrères et à travers le débat public qui est institué par les médias nationaux qu'il y a aujourd'hui un effort qui se fait au niveau de la lutte anticorruption, ce qui est plus ou moins louable, hein, quand on a des élus, des responsables éventuellement qui sont inquiétés, qui sont interpellés par la justice d'instruction, qui sont interpellés par la justice tout court. C'est quelque chose de bien, mais qu'est-ce qui met en place officiellement cette politique pénale? Et bien évidemment, sur la base de la Constitution, une politique publique doit être éventuellement soumise au principe de la reddition des comptes, ce qui n'est pas forcément clair dans l'actuel appareillage. Alors c'est ça le problème, Maître Khadija Al-Amrani. Est-ce que, Maître Mengeloun nous parle de l'approche préventive, de l'approche répressive, est-ce que nous en sommes encore à deviner, comme il le dit si clairement, est-ce que nous en sommes encore à deviner les différentes intentions de l'État et les différentes réflexions que les différents services au niveau du gouvernement, au ministère de la Justice, au niveau du Parlement, est-ce que vous décrivez, vous décodez un petit peu ce qui est en train de se passer? Quelle est notre philosophie pénale et comment vous la verrez éventuellement? Quelle est ma philosophie pénale? Je préfère. Pas la vôtre. La vôtre, vous voulez aller sur la vôtre? Je préfère aller sur la mienne. Moi, je pense que tant qu'on est dans un État où la majorité n'est pas alphabétisée, c'est comme ça que je vois les choses, hein, nous avons quand même une grande population rurale, une grande population qui n'a pas été à l'école. Ça, c'est une réalité sociale qui s'impose à vous, à moi. 95% d'alphabétisation. Mais bon, il y a l'illettrisme. Nous avons 200 enfants par jour qui naissent en dehors des liens du mariage. Qui se retrouvent, qu'on trouve dans les, je suis désolée, dans les poubelles, dans les rues, certains décèdent, d'autres. C'est une réalité sociale qui s'impose à nous. Moi, tant qu'on est dans cette réalité sociale, nous ne pouvons pas appliquer un modèle, pour moi, hein, selon occidental. Nous ne pouvons pas calquer un modèle à 100% occidental de déclaration des droits de l'homme. Je me permets, hein, je vais aller, je suis désolée, oui, déclaration des droits de l'homme, oui. Mais ma position, c'est d'abord assurer un ordre sécuritaire. Quand je dis l'ordre sécuritaire, c'est deux choses. C'est al-amn ou al-aman. L'amn, c'est-à-dire qu'on puisse nous assurer bien entendu une sécurité, parce que pour moi c'est security first, surtout face malheureusement à ce contexte où effectivement on ne peut pas parler d'éducation. C'est beaucoup. Parler d'éducation, il y a des étapes dans l'éducation. Il y a l'éducation à la maison, il y a des éducations à l'école, énormément de choses. Malheureusement, la réalité sociale fait que plusieurs personnes sont démunies de cette éducation. La seule solution, pour moi, hein, après ça n'engage que moi, hein, c'est qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir des garde-fous, pour moi, pendant un certain temps. Alors concrètement, maître, concrètement ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train, attention, hein, je reviens au fait que je suis quand même membre du collectif pour les libertés fondamentales. On est bien d'accord. C'est-à-dire que oui, d'abord l'ordre sécuritaire et ensuite le contrat social. C'est comme ça. Alors, je ne comprends pas le lien qu'il y a entre ordre sécuritaire et lien social. Je m'explique. Voilà. Il faut nous assurer, à nous, ordre public. Vous êtes d'accord avec ça, Maître Mengeloun? Je n'ai pas très bien compris le propos, mais alors, elle va expliquer, expliciter. C'est-à-dire que nous, ce qu'on attend de ce code de procédure pénale, sur un niveau, on va dire macro, hein, sur un grand niveau, c'est qu'il assure, je parle peut-être en tant que femme, peut-être, hein, c'est possible, hein, parce que je connais c'est qu'il nous assure un maximum de sécurité. D'accord. Et pour cela, la sécurité, face malheureusement à une population qui aujourd'hui est dépourvue de suffisamment d'éducation, viendra le jour. On passera à notre code de procédure pénale, j'espère dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 5 ans, où, Inch'Allah, c'est notre objectif, que tout notre pays sera alphabétisé. Et là, on n'aura pas de soucis. Mais vous nous dites qu'il faut attendre que le pays soit alphabétisé. Non, je dis qu'aujourd'hui, si on met un code... Le pays est alphabétisé. Il y a encore une grosse part d'illettrisme. Ça, on le sait, ce sont des chiffres officiels. Mais bon, pour autant, c'est-à-dire à sécuriser, vous parlez de sécurité. Mon point de vue, c'est qu'un code de procédure pénale qui est répressif
qui est dans une politique répressive, ne serait-ce que dans le prononcé. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que si on brûle un feu rouge, on nous condamne à la peine de mort. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a respecter les libertés. Parce qu'il est vrai que... Donc vous répondez à la question, j'essaie d'équilibrer le temps de parole, vous répondez à la question de répressif préventif. D'abord, il y aurait un vœu de votre part, que ce soit répressif avec des garde-fous, bien sûr la répression. Parce que, voilà, c'est-à-dire, je suis désolée du terme, en arabe, on dit « c'est-à-dire, pour moi, il faut assurer l'ordre face, malheureusement, à cette réalité qui est l'illettrisme, et puis, bien entendu, à l'intérieur de cet ordre, faire en sorte de mettre en place un système dans lequel, bien entendu, on trouve nos libertés. Alors, nous avons un pénaliste avec nous, vous connaissez bien le droit pénal, Omar Mjnoun. Est-ce que vous retrouvez dans ce que dit Maître Lamrani? C'est-à-dire sécuriser d'abord, bien entendu, elle a donné l'exemple de l'excès à éviter, mais est-ce qu'on est là-dedans? J'aimerais bien y faire un peu d'humour, à l'instar de notre compatriote Gad Elmaleh, mais franchement, ce n'est pas malheureusement pas le sujet. Ouais. Alors, l'idée, c'est qu'on comprenne à quoi sert d'abord un code de procédure pénale. J'ai l'impression qu'on sort un peu du... Non, j'ai parlé du système pénal. Elle répondait à la question, et vous aussi, au niveau du système pénal, d'une manière générale, la réflexion pénale. Quel est le système pénal? L'outil du système pénal, principalement et de manière primordiale, c'est le procès. C'est le procès, ça veut dire que la justice fonctionne et s'organise pour éventuellement, justement, apporter la confiance et la sécurité, d'accord, à la société marocaine pour qu'il y ait une stabilité durable. On ne peut pas avoir pour dessein national et objectif national que de réguler la société par la violence légitime de l'État. Il n'y a pas que ça. La violence légitime de l'État intervient sur éventuellement de grandes crises, lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a trouble, lorsqu'il y a guerre civile. Mais la justice se rend dans les tribunaux du royaume chaque matin. Ce qui veut dire que c'est un processus de légitimation et d'arbitrage au quotidien qui se fait dans la relation entre l'État et la société et dans les multiples facettes du lien social. Quelle que soit la discipline et quel que soit le rôle, il faut qu'on se rende compte et qu'on ait d'abord nous conscience, avant qu'on parle d'éducation, en tant que praticien, de quel est le rôle de la justice. Il faut plus ou moins aller vers les profondeurs plus ou moins philosophiques et à la fois politiques de ce que veut dire une institution judiciaire. Donc ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est ce pouvoir justement qu'a érigé la Constitution en un pouvoir indépendant, égal au pouvoir législatif et gouvernemental. Quel est son rôle dans l'équilibre à la fois politique et social dans une nation donnée? On peut bien évidemment parler de la violence, et qui dit violence dit contre-violence, et les risques et les enchères de violence sont extrêmement là. Les notions de provocation, de défense, de self-défense peuvent aussi après-demain s'organiser. Ce n'est pas une rationalité légale, ni une rationalité politique. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de code de procédure pénale ou lorsqu'on parle de justice, on parle d'abord de procès équitable. C'est pour cela que lorsqu'on traite des différentes dispositions de la procédure pénale, on traite d'abord de la question de l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur du procès. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est cet équilibre qui donne la légitimité à cette justice pour qu'elle soit dite et qu'elle soit exécutée, et qu'elle soit acceptée par la société. Ce que vous dites, quelque part, là, vous dites la même chose, sauf que vous rentrez plus dans le détail du procès et de l'équité au niveau du procès, alors qu'elle parle d'instaurer des garde-fous, mais ça, je suppose, je parle sous votre contrôle, que c'est dans le cadre d'un procès équitable. Voilà. J'ai réagi absolument pas du tout en contradiction, parce que moi j'essaie de comprendre. Je ne réagis pas en contradiction, mais éventuellement, il faut juste qu'on soit conscient de quel est l'enjeu des réformes. C'est-à-dire l'enjeu des réformes, nous ne sommes pas là à dire que nous sommes dans la défense intellectuelle ou à la limite écologiste des droits humains. On n'en est pas là, parce que les droits humains, c'est aussi une réponse liée à ce qu'on appelle la substance de confiance dans la stabilité d'une nation donnée. Lorsqu'on comprend ça, je pense qu'on peut avancer dans le débat. Parce que droits humains, donc ça rejoint un peu ce que... Moi, c'est la réalité sociale qui prime surtout pour moi. Sur un texte, pour légiférer, il faut prendre en considération la réalité sociale. Bien entendu, la Déclaration des droits de l'homme, le modèle occidental, je valide tout ce qu'a dit mon confrère. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Un procès
équitable, c'est l'objectif. Mais, Et puis même la présomption d'innocence, c'est justement, c'est sur ça qu'on justement, on aimerait vraiment parler de cette question, parce que je pense que c'est ce qui pose problématique dans ce que j'ai compris par rapport à l'article 3, et vous en parlerez, parce que avec plus de précision, mais ça m'intéresse aussi. Je pense que c'est ça qui est... L'article 3 du Code de procédure pénale. Oui, voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un procès qui est, on va dire, qui honore l'individu, un procès qui respecte la présomption d'innocence. Et justement, mon inquiétude à moi quand je lis tout cela, je me dis, est-ce que le projet de procès qui est établi par ce projet de code de procédure pénale, est-ce qu'effectivement, il garantit ou pas la présomption d'innocence? Parce que si on doit voir, nous les avocats, pouvoir rendre visite à un prévenu à la fin de la garde à vue, c'est inquiétant. Mais je laisse mon confrère, c'est important. Vous passez déjà sur les codes de procédure. Les avocats, alors ce qui est bien, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est que deux avocats peuvent très bien dire la même chose tout en donnant le sentiment d'être pas d'accord, alors que vous dites exactement la même chose. Je reviens avec vous, à vous, Maître Omar Benjelloun. On rentre dans le détail du code de procédure pénale, enfin dans le détail. Les principales dispositions introduites ont trait justement à ce que vous dites sur, d'une manière générale, l'équité du procès. Mais sur quoi les discussions sont en train de bloquer au niveau de la Chambre, puisque, d'après ce qu'on sait, les députés des groupes parlementaires ont jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire une semaine à peu près, un peu moins d'une semaine, pour rendre leur copie. Donc, où c'est que ça achoppe? On a entendu parler de la garde à vue, de la présence de l'avocat, Maître Lamrani en parlait, de l'enregistrement, etc., et de le fameux article 3. Je vous demande de répondre sans parler de l'article 3, on va y consacrer une question à lui seul. Bien sûr, là aujourd'hui, il y a tout un débat qui est mis en place par la commission Justice et Législation, qui est extrêmement intéressant par rapport à son approche participative, où bien sûr les différents experts sont conviés à intervenir en commission extra-parlementaire, ce qui enrichit bien évidemment le débat. Et la problématique essentielle est bien évidemment et le procès équitable. Lorsqu'on parle de présomption d'innocence par rapport à l'article 1, plutôt non 3 du Code de procédure pénale, et aussi qui donne la substance au préambule du Code de procédure pénale, aujourd'hui on nous a introduit de nouveaux concepts comme quoi la procédure pénale, qui est le mode d'emploi du fonctionnement de la justice pénale, est orientée. Tout à l'heure vous parliez effectivement de la philosophie, des objectifs de la réforme pénale. Là on parle de combattre le crime. Bon, alors est-ce qu'on est dans un objectif de politique pénale qu'on va inscrire au Code de procédure pénale? La réponse est que ce n'est pas sa place. Parce que la place ou bien le contenu du procédure pénale, c'est justement le fonctionnement d'un procès. À quoi sert un procès? Encore une fois, il faut qu'on comprenne que le procès, c'est de dire le droit, de dire la justice et de pouvoir l'exécuter. Et cette mécanique permet à ce que la population adhère. C'est comme un peu le marché. Quand il n'y a pas confiance, il ne peut pas y avoir croissance. Et c'est un peu comme la démocratie. Quand il n'y a pas confiance, les citoyens ne vont pas voter. La justice, attention, c'est très sensible. Elle a une légitimité, bien évidemment scientifique, de par ses magistrats et ses avocats, mais en même temps, ce sont les codes de procédure pénale et civile qui permettent ce fonctionnement, cette impression de justice équitable et cette impression de procès équitable qui permet justement cette stabilité durable, cette adhésion et puis cette paix civile. Alors, les principales dispositions qui sont apportées par ce code de procédure pénale. Bien évidemment, lorsque aujourd'hui, nous sommes encore dans le 290 du code de procédure pénale qui est extrêmement dangereux et le diable est dans le détail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice pénale, on va le dire extrêmement clairement et tous mes confrères praticiens le savent, les magistrats eux-mêmes le savent, c'est que 95% de la justice pénale est jugée sur la base d'un PV de police, qui est absolument incontestable, même si vous ramenez toutes les preuves irréfutables, les magistrats n'osent pas. Donc, on revient à cette période de garde à vue. Alors, si j'ai bien compris. D'où vient cette période de garde à vue? C'est pour ça que le législateur, en tout cas ceux qui ont ramené le projet de loi, sont extrêmement frileux à la présence des avocats, pour que ce PV, justement, soit la fin de l'histoire pour 95% des dossiers ou bien des affaires traitées par la justice pénale. Cela n'est pas normal. Un PV de police doit tout simplement
être un élément de preuve exactement au même niveau que les autres éléments de preuve. Deuxièmement, pour qu'un PV soit éventuellement strong, j'ai envie de dire, ou soit, d'accord, très bien, irréfutable par cet article de 190, ils ont fait un réappareillage terminologique, ils sont passés entre yutarko, c'est-à-dire on est obligé de faire confiance, à yu'taddu, c'est-à-dire on est obligé éventuellement de nous adosser à ce PV pour dire le droit et que toute autre preuve n'est pas possible. C'est pour cela que on a deux niveaux, c'est que d'abord mettre ce PV au même niveau que les autres éléments de preuve, et puis deuxièmement, pour que ce PV soit un peu plus légitime, il faut que l'avocat, à l'instar des pays développés, soit présent à la première heure de la mise en garde à vue, de la mise en détention, pour qu'il puisse accompagner le justiciable dans l'interrogatoire devant la police judiciaire. Maître Amrani, finalement, Maître Mjelloun a continué ce que vous vouliez, non? Je suis à 100% d'accord avec lui. Ah, vous êtes d'accord? Pour moi, c'est très très grave. D'accord, donc je vous ai coupé le que canal. le PV, le PV d'arrêt, le premier PV, soit utilisé dans toutes les phases du procès, que malgré nos plaidoiries, malgré tout ce qui se passe après dans le dossier, on se retrouve en définitive à avoir un jugement qui valide le premier PV. Je valide à 100% ce qu'a dit mon confrère. C'est quand même inadmissible. Les personnes qui sont arrêtées, malheureusement, parfois avouent des choses qu'elles n'ont pas faites. Parce qu'il y a la surprise, il y a la panique, il y a donc ça peut nous arriver à nous aussi. Attention, hein, c'est des choses de la vie. Le cerveau humain n'est pas formaté de cette façon. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut respecter la présomption d'innocence à ce moment-là. Et puis ce PV doit peut-être être établi peut-être 2-3 heures après, mais pas tout de suite. Parce qu'effectivement, c'est inadmissible ce qui nous arrive dans tous les dossiers. C'est cette surprise de voir dans des PV des choses qui n'ont jamais existé être établies dans ce PV, et même des choses qui ont été constatées par la police judiciaire. Vous allez voir des choses incroyables. C'est impressionnant. Moi, j'ai vu des choses dans des PV qui n'avaient absolument rien à voir avec la réalité. Et ça, c'est très inquiétant. Alors passons. Et là, effectivement, on est sur le volet liberté. Et c'est très grave. On est tous d'accord là-dessus, sur la présomption d'innocence, sur la présence de l'avocat, sur l'enregistrement. On est tous d'accord. On va voir ce que les députés vont faire. Je reste. Et je valide, seule la présence de l'avocat peut apporter de l'assurance à son client. Au moment de l'arrestation, au moment de la il faut qu'il puisse appeler son avocat à ce moment-là. Il faut donner cette possibilité. Et si ce n'est pas possible? Eh ben, il faut... Et si l'avocat n'est pas joignable? Eh ben, il n'a qu'à appeler un autre avocat. Il y a un système de permanence qui s'organise au niveau du barreau. Je suis membre du Conseil de l'ordre du barreau de Rabat pour la seconde fois consécutive. Nous pouvons nous porter garant à ce qu'on organise bien évidemment une permanence comme ce qui se fait donc vous avez en France. Il faut que ce soit fondamental. Il faut que ce soit automatique. Absolument. Il faut que ce soit c'est un droit. C'est un droit constitutionnel. C'est au-delà de la... Et ça pourrait nous éviter aussi des scandales internationaux à Genève où il y a des versions et des contre-versions. La présence de l'avocat par rapport à son appartenance déontologique... Pourquoi c'est en train d'achopper au niveau de la Chambre? Parce que nous sommes dans une logique, justement... Pourquoi? Parce que c'est frappé au coin du bon sens d'avoir un avocat au moment d'une privation de liberté, d'un placement en garde à vue. C'est normal. Si tu permets, je reviens à ta première question sur la philosophie. J'ai répondu sur préventive et répressive. Rapidement, parce que moi, il faut que j'équilibre le temps de parole. Il y a une seconde, on va dire, un second duopole. Un deuxième niveau de duopole, c'est l'approche judiciaire et l'approche policière dans la rédaction des textes. Aujourd'hui, nous sommes face à des textes qui triomphent malheureusement à une approche policière de la justice et non pas à une logique ou à une rationalité judiciaire justement du procès, et cela est un vrai problème. Et donc cette idée-là se traduit par différents dispositifs que nous voyons dans les différents détails et les différents articles de ces textes. Le problème, c'est si on est dans un système qui est plus répressif, cela veut dire qu'on aura besoin de plus de prisons. On aura besoin, bien que la loi, là, on va avoir les peines alternatives, mais c'est quand même, est-ce que l'État est disposé à mettre en place parce que la population carcérale sera supérieure. Enfin, moi, je philosophe, hein, j'avance sur ce qui est les hypothèses. Hein, c'est hypothétique, je suis en train de dire. Peut-être que ce ne sera pas. Mais si on est dans un texte qui est répressif, d'abord, c'est pas du tout à l'ordre du jour en 2025.
Hein, aujourd'hui, on est là pour alléger les peines. Hein. Pardon, mais vous imaginez que dans ce tournant répressif, vous avez un adjoint du Qaïd, par exemple, qui est hissé au rang d'officier de la police judiciaire. Vous imaginez, avec toute la pratique et la coutume déontologique de nos adjoints de Qaïd, qui vont bénéficier de l'article 290, c'est-à-dire de dresser un PV, de dire que Aziz et Omar sont en train de commettre un crime aujourd'hui et que ce PV soit éventuellement la preuve ultime, incontestable, irréfutable et irréfragable devant un tribunal, sauf parfois usage de faux. C'est quand même dangereux. Quand vous voyez qu'un juge d'instruction... Nous pouvons perdre la garde, nous les femmes. Si on a un homme, imaginez, j'ai un confrère avec moi dans la voiture et qu'on doit rentrer, je ne sais pas, chez lui juste pour gérer 2-3 choses. Imaginez que mon ex-mari, il me retire la garde, passe par PV d'un huissier de justice qui constate que je suis avec un homme. Un PV de police. Alors que un PV de police, pardon, un PV de police qui constate que je suis avec un homme dans la même voiture ou rentrant dans le même endroit. C'est très très dangereux. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est l'impact d'un code comme ça. L'impact d'un code comme ça est énorme sur les libertés. C'est pour ça que j'ai posé la question initialement. Je commençais par la philosophie pénale. Quelle est cette réflexion? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos libertés? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos êtres? Il faut les alléger. Les articles, par exemple, je vais m'éloigner, c'est le code pénal, l'article 222. Il doit partir. Enfin, alors on va arriver à ces articles-là. 490. Tranquillisez-vous, maître Amrani, on va y arriver à ça. Moi, je suis là pour ça, hein. Je suis désolée, on va y arriver, on est tous là pour ça, vous en faites pas. Code procédure civile, pénale, pardon, c'est mon confrère. Mais croyez-moi, si j'ai des choses à dire, ça sera sur le code pénal. Mais on ne parle pas de ça, on ne parle pas de l'Abdouana pour l'instant, mais bon, quelque part, ça va revenir. On parle aussi de l'Abdouana. En fait, quand on parle de système pénal, on aurait pu parler de système juridique ou même de réforme pénale, comme vous l'avez appelé. De réforme juridique carrément dans l'esprit. Maître Benjelloun, vous et Maître Al-Amrani parler de l'article 3, donc de ce code, de ce projet de code de procédure pénale. Alors l'article 3, globalement, vous allez l'expliquer mieux que moi, c'est un article qui accorde la possibilité à des associations de la société civile, voire même à des citoyens, d'ester en justice contre des pratiques qui seraient indélicates, des élus qui seraient indélicats. Oui. Le ministre de la Justice, Abdel Fouabi, est monté sur son cheval de bataille, il refuse. Oui. Et il veut déléguer donc ce pouvoir-là à des organes institutionnels ou constitutionnels de contrôle, genre Cour des comptes. Absolument. Bien. Il y a eu des auditions au niveau du Parlement, donc il y a quelques jours. Le Conseil économique et social dit non. Le Conseil national des droits de l'homme dit non, globalement. Hein. Le médiateur. Le médiateur et aussi l'instance de prévention et de lutte contre la corruption. Tout ça a dit non. C'est quoi cet article 3 et qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui est passé par la tête du législateur pour qu'il propose quelque chose comme ça? Je suis association, je vois un élu qui gère mal, je veux aller en justice, on n'a pas le droit. La réponse de votre question de quel est l'esprit de la loi, j'ai envie de dire, ou l'esprit du projet de loi est dans la bouche du ministre de la Justice qui répondait à une séance plénière au Parlement où on lui posait la question mais pourquoi vous interdisez aux associations éventuellement de dénoncer, parce qu'il s'agit de ça, de dénoncer des phénomènes de corruption. Et là, il a eu cette réponse extrêmement, je dirais, honnête, entre guillemets, pour ne pas faire de sarcasme, qu'il n'allait trouver personne à présenter aux élections. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de reconnaissance d'aveu et de reconnaissance que la majorité des candidats sont ce qu'ils sont, j'ai envie de dire. Donc revenons à l'article 3, effectivement, le projet cerne on va dire la plainte pour corruption ou bien la dénonciation pour corruption sur des instances institutionnelles que sont les différentes inspections administratives. Et là, ce n'est pas du tout constitutionnel. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les associations qui aujourd'hui font un très très bon travail pour dénoncer les phénomènes de corruption sont dotées d'une autorisation d'exercer par le ministre de tutelle qui est le ministre de l'Intérieur, dont l'objectif est la lutte anticorruption. Donc à partir de là, il y a une inconstitutionnalité. Puis deuxièmement, si moi en tant qu'individu,
J'ai le droit de porter plainte pour corruption parce que j'ai la qualité en tant que citoyen et électeur. Je suis ayant droit de par le fait que je paye mes impôts locaux, mes impôts nationaux. Comment on peut imaginer dans la légistique, c'est-à-dire dans l'ingénierie de légifération, comment peut-on imaginer à ce qu'il y ait cette espèce de restriction? Et puis l'article 7 qui est un peu le pendant de l'article 3. Où il essaye un peu de faire une intelligence législative en disant aux détracteurs, non, je n'ai pas interdit aux associations. Comment cela se fait-il? Eh bien, l'article 7 nous ramène une exception en nous disant que les associations dotées d'utilité publique peuvent dénoncer ou poursuivre en justice à condition qu'ils obtiennent l'autorisation du ministre de la Justice. Enfin, c'est un impeachment implicite au sein du texte qui ne dit pas son nom. Alors, moi, juste je suis présidente d'une association qui s'appelle Wilady. Et je rejoins ce qu'a dit mon confrère. Si nous, qui sommes les organisations non gouvernementales, vous savez, aujourd'hui, ce qui sauve le monde, ce sont les organisations non gouvernementales. Donc, ce sont les associations. Ça a été mon premier cours, le premier cours que j'ai reçu il y a 23 ans, 25 ans à l'université, en France, à Paris. Ça a été le monde qui sera sauvé par les ONG. Et c'est la réalité. D'accord. Si on coupe la langue aux ONG, je ne vois pas quel état de droit on envisage de construire. Ça, c'est ma position en tant que présidente de l'association. Donc je sais que sans cette possibilité d'ester en justice, sans cette possibilité de s'exprimer et de dénoncer les problématiques qui se posent, je ne vois pas à quoi on sert. On doit fermer boutique. Parce qu'on est là que pour ça, exclusivement. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Ça ne nous intéresse pas. Si on est parti vers l'associatif, c'est justement pour dénoncer. Donc je ne comprends pas, est-ce qu'il faut fermer? C'est ça le message de cet article 3? C'est ce que je comprends, moi, en tant qu'acteur. Alors je peux vous répondre. Je suis acteur de la société civile. Alors moi aussi je suis une association, j'aimerais bien avoir une réponse. Moi aussi, je suis citoyen marocain. Peut-être qu'il faut que j'aille voir le législateur pour le demander. Et j'ai peut-être un début de réponse, si Abdelfabi n'a pas besoin de moi pour que je le défende, mais si, imaginons que cette occasion d'ester soit ouverte. Nous avons la noirceur humaine aussi, ça arrive. Un élu qui vous a pas donné l'autorisation que vous vouliez ou n'importe quoi, eh ben je vais aller ouvrir un procès ou alors intenter une action en justice contre tel ou tel président ou tel élu parce que il faudra avoir des preuves. Certes. On va faire perdre du temps à la justice. Certes. Si tout le monde va ester, même moi j'ai une association de quartier qui s'occupe de ramasser les ordures non ramassées par les services publics, bon je vais aller ester contre la commune. Il y aura des dérapages, il y aura des abus. Mais cela... Et c'est peut-être pour ça qu'ils bloquent. C'est alourdir des procédures qui sont déjà lourdes au lieu de les simplifier. Quelle fraîcheur administrative, administrative et législative. Parce que si on attend de ce code, fraîcheur, attention, il est déjà ancien. On veut qu'il soit nouveau, réellement nouveau. Et si c'est pour nous donner des choses encore plus anciennes, franchement, autant ne pas le voter. Comme ça, moi, franchement, c'est mon opinion. Ce que vous dites à Sidi Aziz... Rapidement, comme parce que je voudrais passer sur d'autres questions. Me renvoie à l'exemple du couteau. Le couteau sert à quoi? Le couteau, bien évidemment, a une utilité artisanale. Mais lorsque vous avez un criminel qui s'en sert pour aller tuer quelqu'un, est-ce que là, cela voudrait dire que je vais annuler la production du couteau? Cela est un tant soit peu absurde. Donc l'idée, c'est de protéger ce droit constitutionnel que de pouvoir participer à la lutte anticorruption, ce qui est dans toutes les orientations et les recommandations officielles de l'État marocain par rapport à ces différents gouvernements, ces différentes commissions, ces différentes instances constitutionnelles. Lorsque vous nous ramenez un texte pareil, d'abord il est inconstitutionnel et puis ensuite il est contradictoire à une orientation démocratique et anticorruption que essaye de... Tout à l'heure, j'ai parlé de deux notions Madame, en arabe. Monsieur, il reste 10 minutes à l'émission. C'est important, il reste 10 minutes. Ce que je vais dire. Ne me dites pas que ça passe vite. J'ai dit, il y a l'amn ou l'aman. Ce qui apporte l'aman, c'est la dénonciation. Et c'est la possibilité, c'est les possibilités que les lois nous accordent. Très bien. C'est ce qui apporte. Si on n'a pas les deux, si on n'a pas l'amn, oui. Un système sécuritaire, oui. Mais s'il n'y a pas l'aman, si j'ai moi un conflit avec vous et que je n'ai pas une justice qui me défend, si je n'ai pas le droit à un procès équitable, si demain je dois divorcer et qu'on m'enlève mes enfants, mon argent, eh bien c'est quoi? On parle de quel aman?
C'est ça ma question. Très bien, donc c'est Voilà, clair. Je reste avec vous, Maître Amani. Je reste. Si en tant qu'association, je ne peux plus m'exprimer, je ne vois pas de quel MN on parle. C'est clair, on a parfaitement compris. Je voudrais revenir à cette question de procédure de conciliation. Je commence par vous. Est-ce que vous pensez, justement, encore une fois, que dans notre réalité sociale, cette procédure de conciliation peut passer, sachant que des voix se sont déjà élevées pour dénoncer ce recul par rapport à la lutte contre la violence conjugale? S'il y a conciliation, une femme battue par son époux, il y a conciliation, c'est les droits de cette femme qui sont peut-être qui ne sont pas peut-être assurés. Je vais vous dire, moi je ne crois pas en la conciliation. Moi je crois en la séparation des corps. Quand ça ne marche pas, on peut rester marié parce que c'est un contrat qui engage des enfants, mais ne pas rester sous le même toit. Parce que ça peut donner lieu à des crimes, et on est dans le pénal d'ailleurs, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas eu d'exception. Quand on ne s'entend pas, quand on est arrivé à... Même pas initier une conciliation et voir que ça ne marche pas et passer à autre chose? Les statistiques ont montré que c'était une très mauvaise idée et que preuve en est, c'est qu'il n'y en a jamais eu auprès des tribunaux. Il y a des tentatives, le législateur a prévu la tentative de conciliation qui se fait 2 fois dans le Shiqaq, etc., si vous parlez du volet Code de la famille. Jamais, ça ne marche pas. Le fashal muhawalat sulh. Et il faut surtout faire divorcer les gens quand ça ne marche pas. Il faut séparer les corps. Moi, aujourd'hui, ce que je conseille très souvent à mes clients, je dis, bon, ça ne marche pas, mais il y a des enfants en commun. Donc, forcément, on ne peut pas faire divorcer des gens avec des enfants petits. Si on peut vivre dans carrément 2 maisons différentes pour protéger les intérêts de l'enfant, si c'est possible, c'est mieux. Mais si on ne peut pas, on divorce. Et à ce moment-là. C'est ça qu'on divorce, Maître Mengello? Alors, pour la conciliation telle qu'elle est prévue dans le code de procédure pénale, ça pourrait être éventuellement un mécanisme emprunté à la rationalité américaine. On peut faire des arrangements entre la défense et le ministère public ou le parquet, parce que, bien sûr, il vaut toujours mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Moi, ce qui me chagrine dans ce dispositif, c'est qu'on a prévu un conciliateur. On ne sait pas qui c'est, et cela est une concurrence extrêmement déloyale vis-à-vis des avocats, d'une part, et de seconde part, c'est que ce conciliateur, s'il n'est pas régulé par une instance ordinale, comme pour le cas des avocats qui sont des hommes de l'art, qui ont prêté serment, qui font partie de la famille judiciaire, qui construisent la vérité, qui construisent le procès, eh bien cela créerait éventuellement un problème sur les registres de la corruption, sur les registres de la compétence, sur les registres de la faisabilité. Donc ce qui me dérangerait, c'est un peu l'appareillage et non pas le principe justement de pouvoir concilier, surtout sur les délits mineurs. Vous avez des délits mineurs qui ne nécessitent pas des peines privatives de liberté, et c'est là où je vais peut-être rebondir, sauf si c'est vous qui vous nous orientez vers le rebondissement, mais je vais quand même rebondir sur ces délits mineurs qui sont aujourd'hui, qui font le plus gros de la détention préventive, et donc peut-être penser à ce qu'on soustrait le pouvoir d'arrestation, même préventive, du ministère public. On ne peut pas être avocat de l'ordre public dans un procès et avoir un procès qui est éventuellement inéquitable entre l'avocat de l'ordre public et l'avocat de la défense, avec un pouvoir des poursuites, un pouvoir de l'instruction, un pouvoir de l'enquête et en même temps un pouvoir de mise en garde à vue et un pouvoir de détention préventive. C'est encore une fois punir sans juger, et il est temps à ce que ce code de procédure pénale, s'il veut être un code de procédure pénale progressiste et libéral comme le déclare le gouvernement, eh bien il est temps d'instaurer un juge de la liberté de la détention qui est indépendant du ministère public, et c'est pas du tout prévu, qui est indépendant de la justice assise et du parquet, pour pouvoir traiter seulement en matérialité, en compétence matérielle exclusive, la question de la détention préventive. Je pense que cela serait justice dans notre pays. Continuons. Pour les libertés, je reviens à vous, Maître Khadija Amrani, pour les libertés fondamentales, vous en parlez tout à l'heure, je vous ai promis que j'allais y revenir, c'est les articles 489 et suivants du Code pénal qui pourraient changer. Bon, on est bien d'accord, le Code pénal n'est pas encore transmis au Parlement par le gouvernement. Pourquoi? Peut-être parce qu'il semblerait qu'il y ait des accords sur ces fameux articles 489, fondamentaux 10 à changer. Et, c'est même urgent, et il y a urgence. Ça ne peut plus rester comme ça. Il faut que ça change. 222, 490, 491. Le 222, il dit quoi? C'est la rupture du jeûne pendant le ramadan. D'accord, donc ça c'est... Et c'est la peine d'emprisonnement. C'est la peine, c'est pour l'ordre public, c'est pas pour la rupture du jeûne. C'est à l'ordre public. Non, c'est la rupture en public, dans un lieu public, la rupture du jeûne pendant le ramadan. Et c'est également... Et qui d'ailleurs n'est pas une disposition religieuse, c'est une disposition coloniale. C'est-à-dire que dans la religion, dans le dispositif pénal religieux, parce qu'il y a un droit pénal religieux,
la rupture ostentatoire du ramadan n'est pas punie, comme l'adultère, comme le crime d'assassinat et tout le reste. Le ramadan n'est pas puni. Le 222 est une disposition coloniale de l'époque du protectorat. Alors, où on devait éventuellement je reviens à vous. Le 489, 10 et 11, c'est les relations sexuelles. Non, déjà 222, c'est grave. Ça fait parce que là, non, mais Dznech. parce qu'on a passé un mois de ramadan où, moi, je me permets de faire un témoignage. En allant vers Marrakech, je m'arrête, je trouve des Chinois qui ne comprennent rien, qui me disent « mais on ne comprend pas, est-ce que c'est le confinement ?» Parce que durant le mois de Ramadan, ça a duré un mois, toutes les boutiques étaient fermées, et c'est par crainte justement de cet article. Ce n'est pas parce que les gens ne vont pas faire le Ramadan, on va le faire. La problématique ne se pose pas. Nous avons une conviction personnelle, religieuse, qui va faire qu'on fait le Ramadan. C'est la liberté des gens d'ouvrir ou de ne pas ouvrir leur Oui, mais ils ont commerce. tellement peur d'être assimilés. Croyez-moi. Hein, tout à fait. Croyez-moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On vit dans le même pays. En tout cas, j'ai envie de vous poser la question. Et en tout cas, c'est des hypothèses. Hein. Mais peut-être que les cafés ferment parce qu'il n'y a pas de clientèle, mais les gens ouvrent leurs magasins. Le tourisme. Et s'ils ne veulent pas ouvrir... le tourisme, les cafés, et qu'est-ce qu'on en fait, le tourisme, pendant un mois? Vous savez, c'est quoi un mois? 30 jours dans une année, dans un pays dont la ressource principale, c'est le tourisme. Ça ne relève pas de la loi. Ça devrait. C'est bon, allez-y. Alors, déjà, comme on a dit tout à l'heure, une politique pénale, c'est d'abord une politique publique. Donc, il faudrait une étude d'impact. Quels sont les délits? Faire une étude pour savoir quels sont les délits qui sont attentatoires économiquement, socialement et culturellement à une société. Lorsque vous parlez de délits mineurs sur éventuellement les mœurs, pourquoi déclencher la finance publique, déclencher le denier public, déclencher la ressource humaine publique pour finalement que le résultat de régulation de ce que prévoit le texte comme crime soit infiniment petit. Donc à partir de là, je pense qu'il y a une réforme judiciaire, non pas sur le terrain culturel, non pas sur le terrain traditionnel ou moderniste, ce n'est pas le sujet, mais sur le terrain de la rationalisation de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 4000 magistrats. Nous avons éventuellement quelques 2000 procureurs. Nous avons chaque procureur qui rentre par an avec 1200 dossiers. Nous avons chaque magistrat. Sur les 489, 10 parce que ma réponse. Il vous reste 2 minutes. Ma réponse. Ces articles-là, je ne veux pas rebondir sur le terrain culturel. Je ne veux pas rebondir sur le terrain du projet de société. Ma réponse, c'est pour cela que j'ai donné des statistiques, c'est que la réponse à ces articles-là, ces articles doivent être abolis. Pourquoi? Non pas par rapport à un choix de société, non, mais par rapport au fait que l'étude d'impact fera certainement que ces délits n'ont absolument aucun fait dommageable sur la société. Et à partir de là, il faudra rationaliser la capacité de la justice à pouvoir se concentrer sur les phénomènes sociaux les plus dangereux, soit le terrorisme, soit la corruption, soit le narcotrafic, la traite humaine et tout le reste. 1 minute et demie chacun. Et même avant même de les abolir, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà ne plus prévoir la peine d'emprisonnement pour des peines comme pour ça. Une étape. Il faut prévoir juste une amende. grande partie de la société qui n'est manifestement pas d'accord avec votre position parce que le gouvernement n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Juste une amende en attendant et on vit tous de dans les le même abolir. pays, on le sait. Juste une amende. Vous imaginez c'est pour ça qu'il ne faut pas présenter la chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas présenter la chose comme un projet de société, mais comme tout simplement une réforme institutionnelle. La société politiquement sera d'accord quand elle comprendra que ces délits coûtent beaucoup à l'argent du contribuable, à leur argent en tant que contributeur. C'est des lois qui sont mal adaptées, donc des lois qui doivent être... C'est des lois qu'il faut d'urgence réformer avant même de les abroger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant demain, il faut prévoir, ne serait-ce que pour la sanction, prévoir uniquement une amende et enlever l'emprisonnement. Parce que c'est catastrophique de prévoir, je ne sais pas ce que vous imaginez comme impact. La liberté sexuelle, les deux adultes consentants qui ne sont pas engagés. J'aurais le 490 déjà. Le 491, c'est l'adultère. Ok, on peut passer d'un autre grade. Mais déjà 490, vous imaginez ce que c'est? Avec l'âge de mariage maintenant qui est retardé, avec les mariages qui ne marchent pas. Mais franchement, il y a une logique. C'est une schizophrénie législative qui est évidente. Alors, des peines alternatives. Très rapidement, je vous avais dit qu'il restait 1 minute et demie à chacun, il reste 1 minute à vous deux. Quand Abdel Fouebi dit aux conseillers d'attendre un petit peu avant d'adopter le projet de code de procédure civile pour l'enrichir des dispositions de la Modouana, en 2-3 points, chacun de vous, à quoi il pense, à quoi vous penserez?
On bloque la discussion en commission sur le code de procédure civile en attendant le mot de Wana. Alors déjà, Rapidement, très rapidement. Déjà, il y a un souci légistique, c'est que les peines alternatives ne doivent pas faire... Je parle du code de procédure civile qui est à la Chambre des conseillers. Oui, vous avez parlé des peines alternatives là tout de suite. C'est-à-dire c'est pénal. Il a suspendu le débat sur les peines alternatives pour pouvoir faire passer d'autres objectifs. Moi, je vous dis qu'il y a déjà un problème justement légistique par rapport au fait de ne pas rationaliser le temps, vu que les peines alternatives doivent faire tout simplement objet de chapitres absolument intégrés, ou bien du code de procédure pénale, ou surtout du code de procédure pénale, ou bien du code pénal, on ne pas une loi. Pour moi, tout est lié. Et c'est vrai que la Moudawana en premier, et ensuite, en fonction de ce que la Moudawana, ce qui sera voté par rapport à... Faire avancer les autres textes. Pour moi. Après, ça n'engage que moi. Merci à vous. On aurait voulu parler de plusieurs autres sujets, mais en 45 minutes, c'est un petit peu difficile. Nous allons certainement revenir là-dessus. Une fois que le Moudawana sera sur la table du bureau du Parlement, de la Chambre des représentants. Maître Ahmad Njelloun, merci pour votre... Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous. Maître Khadija Lamrani, merci aussi d'avoir été avec nous. Merci de nous également. avoir suivis en espérant avoir débroussaillé un peu toutes ces choses-là. À la semaine prochaine.